Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Ede Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, émission Eza débat Bandeko. Sur répression, oyo ya marche contre la force EAC bandeko na l'Est, police apanzaki batu. Alors, débat, eza ya kosaka na ngoti. Pona départ ya EAC. La police a réprimé ce mercredi 18 janvier la marche contre la force de l'EAC à l'arrivée des troupes sud-soudanaises à Goma Nord Kivu. Donc, Baboy marche contre EAC pena arrivé à Sud-Soudanais Bayati. Cette manifestation a été organisée par les mouvements des citoyens et autres groupes de pression de la ville de Goma. Des sources sur place renseignent que la police a relâché 8 personnes, sont des journalistes, après 3 heures de détention au bureau de l'inspection provinciale de la police. Les forces de l'ordre reprochent ces journalistes d'avoir couvert une manifestation interdite et aux militants de n'avoir pas respecté la décision de l'autorité urbaine. À travers cette manifestation, les organisations sont également voulu protester contre l'occupation de plusieurs localités des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo par les M23. Ces rebelles avaient, selon le communiqué final du ministre sommet de Luanda, tenu jusqu'à 15 janvier avant qu'il délibère. Et puis, il quitter le territoire. Peuple à sa marche. Yambo Yoki, sur la émission à Congo News 24, la décision était, comme une lettre était phare d'essai à prendre acte à refus, il y a encore à Luanda. Alors, Bogoyoka dans le débat, Oyo, président de la coordination urbaine à la société civile à Goma, Bogoyoka, docteur de la relation internationale de l'université, Jacques Martin, et puis Togoyoka Liora Ensler, ou à coordinateur à Baromère à Sud-Kivu. Parce que comme état Oyo, la force à EAC, tous les sur la poste à la bangote. Ndenge Toyokanaki, basal la bangote. Ndeba Yokanaki na fachi, basal la bangote. Alors, comme état bateau baken. Donc, ma kamboza minen. Alors, tout là, le débat, bon, on continue missionnage. Pression de la marche contre l'arrivée des troupes sud-soudanaises et de la force de la communauté est-africaine EAC ce mercredi à Goma. Cette marche a été organisée par les mouvements citoyens et autres groupes de pression de la ville de Goma. 2 journalistes et 6 militants interpellés par la police ont été libérés après 3 heures de détention au bureau de l'inspection provinciale de la police. Aux journalistes, la police reproche d'avoir couvert une manifestation interdite par l'autorité urbaine et aux militants de n'avoir pas respecté la décision de l'autorité interdisant cette marche. Selon les organisateurs, cette manifestation était aussi pour protester contre l'occupation jusqu'à ce jour de plusieurs localités des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo par les rebelles du M23. Ces derniers avaient, selon le communiqué final du mini-sommet de chef d'État de l'EAC, tenu à Luanda en Angola jusqu'à dimanche 15 janvier pour libérer les zones qu'ils occupent dans le territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 18 janvier 2023. Participe au débat Martin Ziakwaou, docteur en relations internationales et professeur d'université. Il est chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC. Il est auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Professeur Martin Ziakwaou, bonsoir. Bonsoir madame. Eliora Ensler, coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu. Eliora Ensler, bonsoir. Bonsoir madame. Et Mario Ngavo, il est président de la coordination urbaine de la société civile ville de Goma au Nord Kivu. Mario Ngavo, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs.
Je l'ai dit dans mon introduction, la répression de la marche contre l'EAC ce mercredi à Goma, les 2 journalistes et les 6 militants interpellés par la police ont été libérés après 3 heures de détention au bureau de l'inspection provinciale de la police. Freddy Rouvunangiza, correspondant de la prunelle RDC.info, et Justin Kabumba de France 24 à Goma, déclare avoir été brutalisé et menacé verbalement par les éléments de la police. Le point avec vous, Billy Von Lutumba. La police leur reproche d'avoir couvert une manifestation interdite par l'autorité urbaine. Après leur audition sur PV, tous ont été relaxés, affirme un journaliste. Un des journalistes qualifie cette interpellation comme entrave à la liberté de la presse. Dans son communiqué, Journalistes en danger, GED parle des 3 journalistes blessés lors d'une interposition de la police contre les manifestants. GED affirme que la police a utilisé les gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants devant l'entrée du bureau du gouverneur. Les mouvements citoyens ont manifesté contre la présence des forces de l'EAC qu'ils jugent complices de M23 et ils s'opposent à l'entrée des forces sud-soudanaises. Les manifestants exigent l'action offensive de la part des FARDC. Merci Billy Lutumba pour ce point. Marion Ngavo, je rappelle que vous êtes présidente de la coordination urbaine de la société civile, ville de Goma, au Nord Kivu, où il y a eu manifestation ce matin pour protester contre l'arrivée des troupes sud-soudanaises et de la force de la communauté est-africaine. Comme on l'a dit dans ce reportage que nous avons suivi, il y a eu des interpellations. Toutes ces personnes interpellées ont été libérées. Est-ce que cette marche de la population était-elle justifiée? Oui, madame, le mouvement citoyen, les organisations de la société civile et la population tout entière ne demandent que la paix. La paix et le retour des déplacés dans les entités occupées. Nous condamnons cette énième manière de gestion de manifestation par la police, mais nous disons, il y a déjà beaucoup de mois que Bunagana a été pris par le M23. Nos militaires ont fui. Il y a eu progression sur Rutshuru, sur Kibumba, Danyiragongo et même dans les Bwito. Nos militaires n'ont pas résisté. Et nous assistons au déplacement massif des gens qui sont pris en otage dans les entités prises par les rebelles terroristes du M23. Et nous disons, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que la population peut encore faire pour que nous puissions encore recouvrer la paix? C'est ainsi que, par rapport au communiqué de Luanda, qui disait qu'à la date du 15, le M23 devait rentrer dans son dernier retranchement, la route Goma-Butembo devait être ouverte, nous disons que la force de l'EAC, elle ne fait presque rien, elle se comporte comme des touristes, elle prend des engagements des zones tampons de Kibumba et de Rumangabo, avec le M23, et nous pensons qu'ils sont un peu plus attachés aux revendications de M23, parce que chaque jour qui passe, sont les gens qui souffrent dans les camps de déplacés, il n'y a pas école, les gens ont quitté leurs champs, les gens souffrent dans les camps, les coûts de vie deviennent difficiles dans la ville de Goma liés à la fermeture de la route Goma-Butembo, et nous disons que cette force, elle n'aide pas les FARDC, et nous avons seulement organisé ces marches pour dire le délai duquel est dépassé. Nous voulons voir les offensives vers les positions de M23, que les forces de EAC aux côtés de FARDC puissent enclencher déjà des combats pour libérer les entités et voir la population rentrer encore dans sa vie normale. Alors, Marianne Ngavo, le M23, vous l'avez dit vous-même, toujours présent dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo, malgré l'expiration de l'ultimatum leur lancé par les chefs d'État de l'EAC. Qu'est-ce qui devrait être fait selon vous? Est-ce que les FARDC devraient lancer une offensive pour déloger les M23 comme la force de l'EAC ne l'a pas fait, comme il était écrit dans le communiqué de Luanda, ou bien le gouvernement devrait entamer des négociations comme le demande le M23 depuis toujours? La société civile a déjà refusé des négociations parce que ce sont ces négociations qui, depuis longtemps, ont essayé de rendre presque inutile et inactive notre armée. Quand on donne les postes aux rebelles, les postes au niveau de l'armée, au niveau de la sécurité, au niveau de l'administration, c'est ce qui est à la base aujourd'hui de cette faiblesse que nous remarquons au niveau de nos institutions. La société civile a déjà refusé qu'on puisse congratuler et remercier le rebelle pour avoir des postes. Nous
nous disons que notre gouvernement ne doit pas être quand même dorloté comme une jeune fille avec des négociations pendant que les gens sont en train de souffrir tous les jours. Nous savons que nous avons une armée. Certes, c'est une armée infiltrée, c'est une armée qui est un peu vieille, mais nous avons des gens dans l'armée, nous avons des unités dans l'armée qui sont à mesure de traquer le rebelle comme ça a été avec Mamadou Ndala, avec Lycée Baoumapé à leur âme. Et nous disons que seulement nous demandons le mot d'ordre du président de la République pour dire que les négociations, les dialogues, comme nous avons vu, ne font aboutir à rien. Nous réclamons les actions offensives des FARDC et de l'État d'Afrique de l'Est et EAC. Les Kenyans qui sont ici, ils devraient commencer par ça. Parce que si on ne respecte pas le délai dans le communiqué du président Luanda, on s'est dit qu'on est en train d'être malmené sur tous les fronts. Sur le front diplomatique, mais aussi sur le front militaire. Et donc, la population ne demande que la paix. Et comme les négociations ont échoué visiblement, nous voulons qu'il y ait des offensives. Comme vous pouvez le marquer, madame, pendant que l'M23 dit laisser Rumangabo, dit laisser Kibumba, il progresse dans Nyamilima, il progresse dans Bwito. Nous disons ça, c'est quel retrait. Et donc, cette marche, et les autres vont continuer, quoique réprimés, nous, la population, nous allons continuer à le faire, parce qu'il n'y a jamais une guerre qui a été vécue sans l'appui de la population. Nous demandons à notre gouvernement d'activer les batteries. Parce que nous sommes en train de voir qu'il y a risque de balkanisation et que c'est peut-être la première voie de balkanisation avec cette force EAC qui ne fait que dorloter le rebelle du M23 qui ne respecte pas le communiqué de Luanda. Professeur Martin Ziakwaou, je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales et professeur d'université. Vous êtes chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC, mais aussi autour de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Professeur, les rebelles du M23 sont toujours présents dans le Nord Kivu malgré l'expiration, comme je l'ai dit, de l'ultimatum leur lancé par les chefs d'État des l'EAC. Le gouvernement congolais, dans un communiqué publié hier mardi, a pris acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda. Comment vous analysez cette situation? Pourquoi, selon vous, le M23 n'exécute pas les recommandations ou les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda? Je pense qu'il y a un langage de rapport de force sur le terrain qui est en train de prévaloir dans l'optique aussi bien diplomatique que militaire, parce qu'en réalité, les deux constituent la paire de la démarche de résolution de ces problèmes. Le M23, officiellement, n'est pas partie prenante au processus de Nairobi, au processus également de Luanda, mais le M23 a dit poser des gestes de bonne foi entre guillemets, dans le sens, en réalité, de demander au gouvernement, d'encourager le gouvernement d'adhérer également à ces revendications, notamment se mettre autour d'une table pour discuter des questions qui constituent ces préoccupations. Alors sur le plan militaire, il y a la puissance des feux dont le M23 fait montre face à des insuccès de l'armée congolaise qui a compté sur l'appui de la force régionale de l'EAC qui malheureusement est en train d'accuser un caractère poussif. Et donc nous sommes face à une réalité qui atteste que la démarche à laquelle le gouvernement a adhéré, à savoir le processus de Nairobi, qui n'est pas l'émanation d'une initiative congolaise, devons-nous le souligner, aussi bien le processus de Luanda, qui a été impulsé par l'Union africaine, et à l'issue d'une démarche
de coordination de ces deux initiatives ayant accouché de la feuille de route du 23 novembre 2022, il s'avère que le gouvernement a adhéré à un schéma qu'il ne contrôle pas. Et donc, on pourrait dire en français facile que le gouvernement s'est laissé flouer. D'où l'impasse dans laquelle il se trouve et des options qui devaient être levées. De mon point de vue, la feuille de route de Luanda ayant prévu une évaluation dans la mise en œuvre de ces dispositifs dans le cadre d'un sommet qui devrait se tenir à Bujumbura, l'action diplomatique du gouvernement devrait consister en priorité des plaider pour qu'il y ait une évaluation d'abord au niveau des experts et que des mesures soient prises au regard d'un certain nombre de questionnements. Parce que de mon point de vue, il ne s'agit pas simplement de constater que le M23 ne s'est pas retiré, il s'agit surtout de noter que la force régionale n'a pas attaqué, n'est pas intervenu pour contraindre le M23 de se retirer. Et donc il y a un certain nombre de questionnements sur le rôle et la responsabilité de cette force régionale, ce qui justifie, ce qui explique les manifestations d'aujourd'hui à Goma, même s'il y a des questions que l'on peut se poser pour comprendre en réalité les attitudes des uns et des autres, je veux dire, du gouvernement provincial, ainsi que des associations de la société civile. Je mets ça sur le compte d'une gestion de la sécurité fondée sur le tabou, alors que le gouvernement provincial devrait établir une relation de proximité avec les organisations de la société civile dans une logique de gouvernance participative de la sécurité, parce qu'au final, ce sont les populations qui sont les principales victimes de cette insécurité, et c'est le gouvernement qui a la responsabilité de rétablir et de consolider la sécurité. Il ne pourra pas y parvenir sans le soutien de la population. Donc il y a intérêt qu'il y ait une proximité qui permette à l'un de se faire comprendre auprès de l'autre et de travailler ensemble. Alors le tabou que cela traduit ne contribue pas à donner une force d'action congolaise face aussi bien au M23 qu'à l'EAC, parce que les soldats de l'EAC, on ne veut pas qu'ils soient déployés, je veux insister sur les forces sud-soudanaises, alors qu'elles sont censées protéger la population qui les dénonce, qui ne leur font pas confiance, mais ces forces sont venues avec la bénédiction du gouvernement. Alors comment pourrait-elle être confortée à protéger une population qui ne veut pas d'elle, mais tout en considérant qu'elles sont là parce que le gouvernement l'a voulu? Et donc ces problèmes de proximité dans une gouvernance participative de la sécurité faisant défaut dans les relations entre le gouvernement et la population ne favorisent pas non plus une certaine obligation morale symbolique dans le chef de l'EAC quant à ce qui devrait être fait par ses troupes sur le terrain. Et je pense que ce sont des questions qui doivent être posées pour qu'il y ait des corrections, sinon ça risque d'empirer la situation. Professeur Martin Ziakwaou, dans votre intervention de tout à l'heure, vous estimez que le gouvernement congolais a été floué. Est-ce que cela veut dire que l'EAC ne joue pas franc jeu? Je pense qu'il faudrait plutôt questionner le pourquoi du comportement de l'EAC avant de répondre à votre question, parce qu'il y a des éléments peut-être qui échappent à notre connaissance. Nous devons faire montre d'assez d'humilité. Mais je voudrais ici, comme je l'avais dit il y a un mois sur vos antennes, qu'il y a notamment deux problèmes qui se posent quant à l'action de l'EAC. Il y a notamment le problème de mandat et il y a surtout le problème de financement. Il ne suffit pas de voir les soldats de l'EAC se déployer, encore faut-il questionner les conditions d'opérationnalisation de cette force. Est-ce que ces conditions sont réunies? Moi, je ne sais pas y répondre, mais selon les données en ma possession, les conditions ne sont pas encore réunies, d'où des actions
timides à titre symbolique pour montrer qu'elles sont là, elles veulent bien agir, mais malheureusement, elles ne peuvent pas faire davantage faute des moyens. Alors que le gouvernement a assez misé sur l'implication de l'EAC. C'est ce qui explique qu'au fait les frustrations dans le chef de la population. Et moi j'ai envie de dire qu'il y a eu un problème de planification quant à l'option levée du déploiement de la force régionale pour contribuer à résoudre ces problèmes. Pour l'instant, l'impression que ça donne, c'est plutôt que la présence de l'EAC est en train de contribuer à empirer la situation, à empirer les relations, à détériorer les relations de confiance, entre guillemets, censées être de confiance entre la population et le gouvernement. Et ça ne contribue pas à renforcer les dispositifs du côté congolais pour le rétablissement de la paix. Et bien au contraire, ça profite à l'ennemi que l'on veut combattre et qui est en train de montrer qu'en réalité, l'option qui serait plausible, c'est celle que personne ne veut écouter du côté congolais. Alors, le 12 janvier dernier, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a rencontré les combattants du M23 à Mombasa et ces derniers ont promis de retirer leurs combattants de la province du Nord Kivu. On a l'impression, comme l'a dit le président de la coordination urbaine de la société civile, ville de Goma, que le M23, plutôt l'EAC, cajole un peu le M23. Non, mais l'EAC est dans un rôle de facilitation aussi. C'est au fait pas l'ambiguïté que nous sommes en train de constater. Parce qu'il faut quand même signaler, madame, qu'en ces mois de janvier, il devrait se tenir une conférence à la suite du dernier round de Nairobi, de décembre 2022, avec comme participants les délégués des groupes armés, et sans la participation, en principe, du M23, si le gouvernement maintient sa position. Ça nous renvoie presque exactement au schéma de la conférence de paix de janvier 2008, à laquelle le CNDP avait pris part, mais s'était retiré, et c'est la force du sur-terrain qui avait prévalu, et avait contraint le gouvernement à dialoguer avec ces groupes armés, ce qui a donné lieu à l'accord du 23 mars 2009 à la base des revendications ayant accouché de la création du mouvement du 23 mars. Nous sommes presque dans le même schéma, en train presque de refaire l'histoire et de commettre pratiquement les mêmes erreurs. C'est comme ça que je questionne l'existence d'un cadre stratégique de sécurité dans l'est du pays. Je suis tenté de penser que ça n'existe pas. Et nous sommes en train donc d'y aller selon des situations conjoncturelles, sans questionner le fond, les causes profondes, et développer une solution qui serait d'ordre structurel. Alors je comprends que le président Uhuru Kenyatta, compte tenu des données du terrain, comprenne et lève les options sur les consultations avec le M23. Pas forcément dans le sens de conforter le M23, même si symboliquement ça donne à penser ainsi, parce que pendant longtemps, le discours était quand même ferme envers ces groupes armés, mais la réalité de terrain est telle que la force, la puissance semble être beaucoup plus évidente du côté du M23 que du côté de l'armée. Alors face à cette réalité que nous devons voir, même si certains refusent de la voir comme telle, nous devons nous poser des questions, mais surtout de faire montre de pragmatisme. Merci. Et c'est ce pragmatisme, je pense, qui devrait nous amener à préconiser le développement d'un cadre stratégique de sécurisation. C'est-à-dire, que faire concrètement pour résoudre le problème en face de nous. Merci, professeur. On va vous redonner la parole tout à l'heure, justement pour répondre à cette question. Ça sera dans la deuxième partie de notre émission. Eliora Insler, vous êtes coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu, le M23, toujours présent dans le Nord Kivu, notamment dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo. Ces rebelles devaient libérer toutes les localités qu'ils occupent au plus tard dimanche 15 janvier. La date est passée, le M23 est toujours présent.
La population congolaise, notamment celle du Nord Kivu, attend avec impatience que la force régionale de l'Afrique de l'Est engage une confrontation militaire contre les rebelles du M23. Beaucoup demandent déjà à la force régionale de clarifier son mandat, car, disent-ils, la force est censée attaquer les rebelles. Jusque-là, il n'y a rien sur terrain. Comment vous expliquez cela? Bonjour et bonsoir et merci beaucoup pour la question. Je pense que premièrement, ce qui reste à garder en tête, c'est que depuis le début, et ça a été une chose assez impopulaire, avancée par la force régionale, ils se sont présentés comme une force d'interposition. Et ils ont misé sur la création et le maintien de zones tampons, c'est-à-dire zones dans lesquelles interviendraient ni les FARDC ni les M23. Et ça, c'était dans le maintien de ces zones que les négociations ont continué pour demander justement cette date butoir du 15 janvier, la mise en place de la feuille de route de Luanda, etc. Donc on est dans une logique de diplomatie et de négociation. Ce qui va, comme vous l'avez mentionné, et comme les deux autres intervenants l'ont mentionné tout à l'heure, pas forcément dans le sens de la population qui demande une libération et si nécessaire une libération par la force. De la part de l'EAC et qui ont l'impression que si ces armées étrangères sont sur le territoire congolais, vraiment la seule raison d'être, c'est de prendre une position offensive. À partir du moment où ils tiennent une zone neutre entre les zones tenues par les FARDC et les zones par les M23, ça a tendance aussi à alimenter cette crise de confiance et cette crise de communication, parce que il y a cette, je pense, légitime quelque part remise en question, mais dans ce cas-là, de quel côté vous placez-vous? Si vous prenez pas les M23 dans le visier et que vous les attaquez pas directement, en quelque sorte, est-ce qu'on est convaincu que vous êtes vraiment dans l'opposition directe par rapport à eux? Et je pense que c'est là où il faut vraiment séparer cette logique de l'EAC qui va avec le dialogue de Nairobi et dont la force régionale est censée être la partie armée, c'est-à-dire le dialogue, la négociation, etc., qui est de base contraire à la position du gouvernement congolais, en tout cas au début face au M23, qui disait on ne va pas négocier avec ce groupe, avec ces terroristes. Donc je pense avec ces terroristes. Donc je pense qu'il y a ça qui est un élément, c'est vraiment cette mise en place de zones tampons où la population maintenant, c'est vrai dans certaines zones, notamment au niveau de Rumangabo, il y a certains endroits de la route qui sont libérés où la population commence maintenant à traverser, mais elle commence timidement à s'approcher, arrive par exemple à Kibati, traverse à pied ensuite 1 kilomètre et reprend une moto au niveau de Bumba pour avancer de l'autre côté de la zone tampon. Donc on n'est pas sur une situation où les M23 se seraient réellement retirés avec un retrait sans condition et où les forces de l'EAC auraient repris ces zones et auraient rendu le calme et la paix à la population qui pourrait maintenant librement réaccéder à ces champs. Donc on n'est pas encore dans cette situation-là. Et puis après, comme l'ont mentionné aussi les deux intervenants avant moi, les M23 continuent à être présents. On a peut-être vu quelques actes de retrait en signe de bonne foi ou de faire un pas vers ces négociations potentielles, ces dialogues qui se font avec Uhuru Kenyatta, mais on n'est pas du tout sur un groupe armé qui lâche ses positions. Au contraire, on les retrouve dans le Bouiton, on les retrouve à Bouiza, on retrouve au contraire le gros de leurs troupes qui continuent à s'affronter au groupe armé dans ces zones. Donc je pense que cette perception de la population qu'en fait, malgré la présence de l'EAC sur le territoire congolais, on n'a pas vu un retrait des M23, elle est véritable. Alors le M23 qui ne s'est pas encore retiré véritablement, comme vous l'avez dit, malgré la feuille de route de Luanda. Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas, ce mouvement n'était pas associé à toutes ces rencontres qu'ils se fichent un peu de toutes les décisions prises au niveau des chefs d'État, de l'EAC, que ce soit Luanda ou à Nairobi? C'est leur position officielle. La position officielle du groupe, c'est que exactement comme ils n'étaient pas associés au dialogue de Luanda, les conclusions qui ont été décidées ne les concernent pas. Je pense que derrière, ça vaut le coup de se poser la question si eux aussi sont dans une position où ils font confiance soit qui font confiance au processus
de dialogue et de diplomatie, c'est-à-dire qu'ils en ont pour leur compte assez pour choisir de déposer les armes, ou alors dans l'autre sens, est-ce qu'ils ont assez peur de la force régionale en termes de puissance militaire pour vraiment battre en retrait militairement? Et je pense qu'actuellement, on n'est ni dans l'une ni dans l'autre cas de figure. On n'a pas un groupe du M23 qui cède sous la pression pure militaire des FARDC et de la force régionale, ni un groupe qui a l'impression que on les prend comme un partenaire de négociation, parce que ça n'est pas le cas. Donc la question vraiment, je pense, c'est jouer aussi au cours de la fin de l'année 2022 sur le soutien du Rwanda à ce mouvement qui a été soulevé par plusieurs documents, notamment le rapport du groupe d'experts, et qui pensait, voilà, est-ce que à ce moment-là, est-ce que si la force de l'EAC intervient, les RDF refuseront de s'opposer directement militairement à d'autres armées de l'EAC dont ils font également partie. Donc il y avait un peu, je pense, cet espoir de dire même si les M23 eux n'ont pas directement fait partie des accords de Luanda, on sait qu'il y a des dynamiques de soutien, et donc peut-être est-ce que ça peut avoir un impact sur le fait qu'ils aient moins confiance dans les positions qu'ils détiennent actuellement militairement. Mais ça, c'est encore une fois quelque chose sur lequel on n'a pas de preuves concrètes, parce que cette communication, ce dialogue directement avec les M23 n'a pas lieu. Donc on est dans l'ordre de la spéculation. Alors, restons en ligne, Eliora. On va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler sur notre standard. On va prendre cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Jafet Eonga depuis la ville-province de Kinshasa. À mon avis, je soutiens cette manifestation dans la mesure où l'organisation de l'EAC aujourd'hui est devenue une pierre d'achoppement pour la paix dans la partie est de la RDC, dans la mesure où nous constatons une franche collaboration de l'EAC avec les groupes rebelles du M23. En effet, nous demandons au gouvernement de prendre courage de dire ouvertement aux différents présidents de cette organisation le mécontentement du peuple congolais et prendre des mesures pour le rapatriement de ces militaires dans leurs pays respectifs et doter de moyens conséquents au FARDC pour chasser l'ennemi hors des frontières. Eliora, comment vous réagissez au propos de cet auditeur de Kinshasa? Merci pour l'intervention, merci pour l'appel. J'entends et je comprends le soutien à cette manifestation qui, comme tout à l'heure, ça a été mentionné, je pense, par Maï Ngavo de la société civile, qui représente en fait cette frustration et cette demande continue de la part de la société civile que le gouvernement assure le retour de la paix au Nord Kivu et dans tout l'Est. Après, je pense que ça revient à cette question du comment, de quel est l'objectif, quelle est la stratégie qui est proposée par les mouvements de la société civile et par d'autres groupes. Et je pense qu'aujourd'hui, on avait une partie de la réponse qui est à dire miser sur une stratégie qui est au moins en partie militaire, au moins en partie un affrontement direct avec les M23. Reste la question si les FARDC sont en mesure de faire ça seuls, si les armées de l'EAC sont des partenaires crédibles, mais voilà, je rejoins, je pense, l'intervenant dans ce souhait. Marion Ngavo, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga. Maître Alidor Mampouya, avocat à partir de la ville de Kananga. La réaction de la population de la ville de Goma, c'est le sentiment de désespoir pour un peuple qui a beaucoup souffert. Cette attitude se justifie d'une part par le fait que toutes les recommandations faites par la communauté des États de l'Afrique de l'Est n'ont pas été mises en exécution. À ce jour, le M23 ne s'est pas retiré des territoires conquis comme cela a été recommandé par l'EAC. D'autre part, le M23 continue à se comporter en maître sur terrain, en tuant, en massacrant, en violant et en pillant les ressources de la République démocratique du Congo. Marion Ngavo, comment votre réaction par rapport au point de vue de Maître Alidor depuis Kananga
Et pourquoi, selon vous, les recommandations faites par l'EAC ne sont pas respectées par le M23? Oui, l'avocat a raison. La population est désespérée. La population est délaissée. Il est des fois dans des forums, nous nous disons, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Et pourquoi cette guerre ne finit pas? Des tueries tous les jours. Beaucoup de conséquences de cette prise d'inventoire des entités. Par exemple, les cultures et vivres des populations en déplacement sont récoltés par d'autres personnes et vendus. Les champs ont été abandonnés. Les coûts des denrées alimentaires ont doublé et triplé. Les déplacés dans Nyiragongo, Kanyabayonga, Kichanga, Kirumba sont sans assistance et ont besoin de l'eau, de l'éducation, d'abri, de nourriture. Plus de 200 000 personnes, dont 128 à Nyiragongo. Il y a déjà des maladies qui sont déclarées et quelques cas de morts enregistrés. Et la population, elle est désespérée. Et nous disons, malgré l'instauration de l'état de siège depuis le 6 mai 2021, les terroristes continuent toujours à tuer les gens, à prendre les personnes en otage. Et la population se demande que est-ce qu'il faut quitter même le pays. Nous pensons que les recommandations de l'EAC doivent être prises en compte. Et si et seulement si ce ne sont pas prises en compte, nous devons avoir le vrai mandat, le financement, la durée de cette mission, les stratégies. On ne peut pas seulement voir et vouloir voir circuler comme des touristes ici dans la ville de Goma, dans les marchés, les restaurants, les Nganda, les hôtels VIP, au lieu de se rendre dans les positions occupées par les V3 et les idéologies. Donc nous pensons que c'est une moniscobie qui est là. Pendant ce temps, la population est en train de souffrir. Pour votre gouvernement, Bunagana a été prise le 27 mars, Rutshuru le 29 octobre, Kibumba le 15. Et donc, pendant tout ce temps, les populations sont en train de mourir. Nous ne voulons pas la superposition des forces internationales ici, chez nous. C'est pourquoi nous disons au FARDC, au gouvernement, nous ne devons pas être seulement une armée d'infiltrés. Nous ne devons pas seulement une armée de fouillards. Je sais que le Congolais est fort, l'armée congolaise est forte, elle est nationaliste. Il y a aussi des jeunes qui sont là, il faut les équiper et avoir des bons commandements. Professeur Ziakwaou, il y a Rodriguez qui nous écrit depuis Kinshasa. Bonsoir Radio Okapi, je suis vraiment désolé de voir que la force régionale cohabite plus facilement avec les M23. La force régionale a déjà montré sa complicité avec ces rebelles. Je ne sais si la population doit quoi faire réellement pour que les autorités puissent comprendre que la force régionale, c'est un danger pour la République. Oui, je pense que, madame, tout ceci est la résultante d'une gouvernance de sécurité fondée sur le tabou. Je pense qu'en amont, l'idéal aurait été que les politiques de sécurité relèvent d'une démarche, d'une approche participative. Impliquer les populations au travers des leaders communautaires, au travers des organisations de la société civile pour discuter des problèmes de fond et évaluer avec ces populations, le représentant des populations, n'est-ce pas, l'efficacité de ce qui est déjà employé, parce qu'il faut insister sur le fait que les opérations militaires de grande envergure ont été lancées en octobre 2019. Et donc, il était très important qu'il y ait un certain nombre de discussions autour des questions précises avant de lever des options, devant faire préalablement l'objet des consultations avec les concernés. Parce qu'ici, il faut insister sur le fait que la sécurité ici devrait d'abord concerner la population. Et donc, le gouvernement, en levant un certain nombre d'options, devrait s'assurer que les destinataires de ces options vont y adhérer. D'où la nécessité des consultations, d'où la nécessité de la gouvernance des proximités. Pour que la population comprenne au mieux les enjeux, pour que la population soutienne, mais pour que le gouvernement également tienne compte des desiderata de la base. Ceci ayant fait défaut, ça a été à la base donc d'une diplomatie secrète qui a donné lieu à beaucoup de suspicions, et ces suspicions ont nourri des représentations individuelles qui deviennent collectives et ont disposé les populations à la méfiance à l'égard de la force régionale, quitte à attendre la preuve du contraire pour
soutenir la politique gouvernementale en faveur de cette force régionale, la réalité sur terrain allant dans le sens de contredire, n'est-ce pas, l'adhésion, l'opportunité d'adhérer à un soutien à cette force régionale, ça renforce les frustrations et au final, ça détériore les relations entre les populations et le gouvernement. Il me semble que le problème, c'est à ce niveau-là. Il faut donc que les leçons soient tirées, ce n'est pas tard, pour que le gouvernement organise les consultations avec les populations, d'autant plus que le chef de l'État, au premier anniversaire de l'État du siège, donc ça serait l'occasion de mettre sur la table un certain nombre d'autres questions pour qu'ensemble, on parvienne à définir un plan global de résolution du conflit de l'Est. Je pense que c'est ces problèmes-là, c'est l'inexistence de ces plans qui nous laisse dans une succession d'incertitudes. Professeur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Lors de la rencontre avec le facilitateur Uhuru Kenyatta, le M23 a demandé que tous les groupes armés locaux et étrangers combattant dans l'Est de la RDC déposent également les armes, cessent tout combat ou attaque contre le M23 et cherchent à résoudre le conflit par des moyens pacifiques. Est-ce c'est là la solution, selon vous, pour taire les armes dans le nord Kivu et mettre fin à cette guerre du M23? Adam, il faut souligner que le M23 développe des postures qui tendent à capitaliser un certain nombre de défaillances dans la communication gouvernementale sur la problématique sécuritaire dans l'est du pays. Alors, je ne veux pas commenter la proposition du M23, mais en ce qui me concerne à titre personnel, je soutiens l'idée qu'il faut préalablement qu'il y ait un plan global de gestion et de résolution des problèmes sécuritaires dans l'Est. S'il faille négocier avec le M23, ça devrait être intégré, réfléchi préalablement dans le cadre de ces plans pour que nous puissions résoudre le problème de fond. Parce que je souligne le fait que la négociation avec le M23 ne suffit pas pour qu'on arrive à la paix. Madame, pour qu'on arrive à la paix, la solution repose notamment sur un engagement ferme du gouvernement à enclencher et poursuivre les réformes structurelles devant nous amener à disposer des moyens de consolidation de l'autorité de l'État dans la partie Est. Ça fait défaut et nous sommes en train de subir des situations relevant en réalité des problèmes de programmation, de planification, parce que la vision apparemment n'est pas assez claire. Merci, professeur Martin Ziakwaou, docteur en relations internationales et professeur d'université. Eliora Hensler, vous êtes coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour mettre fin à cette guerre du M23? Parce qu'on a l'impression là que l'option, que ce soit l'option diplomatique, militaire, ces options ne donnent pas les résultats. Est-ce qu'on c'est-à-dire n'arrive pas à mettre fin à cette crise ou à la guerre du M23 dans la province du Nord Kivu? Je pense que c'est la question à 1 million et je prétendrai pas avoir la bonne réponse. Mais je pense qu'il y a deux angles sur lesquels on peut regarder. Le premier, c'est comment est-ce que on a mis fin à la guerre du M23 par le passé. Et c'était en combinant l'option militaire avec l'option diplomatique. C'est-à-dire pas l'une sans l'autre. Une attaque concertée entre la FRDC et à l'époque les précurseurs, la MONUSCO, qui a pu les déloger militairement en parallèle du moment où il y avait des négociations et où certaines de leurs demandes ont mené, enfin, le fait de répondre à certaines de leurs demandes a mené au fait qu'ils se soient retirés de ces localités. Le deuxième élément, je pense, c'est que comme on le voit là même dans la discussion qu'on a, il y a évidemment une dimension régionale à ce conflit avec les M23 qui ne peut pas être simplement limité, qui ne peut pas être simplement vu comme un groupe qui pourra qui sera défait militairement et qui n'a pas d'impact sur d'autres groupes aux alentours, sur d'autres alliés et sur d'autres antagonistes au-delà des frontières de la RDC. Donc je pense que à ce niveau-là, le fait de les repousser, le fait de continuer à avoir une reprise de contrôle du territoire dans le Rutshuru et dans le Massissi, ça fait partie de la stratégie, mais c'est une des jambes de la stratégie qui reviennent au fait de dire en fait quels sont
quelles sont les raisons pour lesquelles le M23 continue à avoir du soutien, que ce soit de l'extérieur ou que ce soit dans les zones où ils opèrent du recrutement parfois forcé et parfois avec succès, et quelles sont ces causes profondes auxquelles on peut subvenir. Et je rejoins ce qu'a dit le professeur tout à l'heure, ça revient en fait au gouvernement qui reprend le contrôle sur la zone et qui reprend la responsabilité de gouverner, non seulement en termes de chef de l'armée, mais aussi en termes de gouvernement. Merci Eliora Hensler. Marion Ngavo, vous êtes présidente de la coordination urbaine de la société civile, ville de Goma au Nord Kivu. En tant que société civile, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à cette guerre du M23? La population, elle est déçue de notre armée parce que elle voudrait voir que notre armée seule puisse conquérir. Parce que le voisin, l'étranger, ne viendra pas rassurer ou assurer la sécurité dans votre pays au maximum. Ça fait 22 ans, presque 8 millions de personnes sont en train d'être tuées et nous demandons à notre gouvernement de prendre ses responsabilités. Les négociations, l'aide extérieure, oui, mais nous devons prendre des mesures internes pour le faire. À toute la population, nous disons que le M23, c'est un miroir. Mais tandis que certains pays africains, dont le Rwanda, l'Ouganda, certains pays de l'Europe aussi, et des États-Unis, sont le cadre de cette guerre qui ne voit que les intérêts, qui ne voit que les ressources minières de notre pays. Nous disons ceci. Le gouvernement ici, provincial, le maire des villes, qui eux-mêmes savent la souffrance tous les jours, les tueries de personnes en interdisant des manifestations, ils ne font que respecter l'état de siège et se couvrir administrativement auprès de leur hiérarchie. À toute la population, nous demandons d'être soudés, de dénoncer les cas suspects et d'être unis. Et ceux qui restent aux alentours des zones de déplacement, d'activer ce que nous appelons l'assistance spontanée. Nous voulons la paix. Merci beaucoup Marion Ngavo, présidente de la coordination urbaine de la société civile, ville de Goma au Nord Kivu. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Alors, bandeko bolandi, ba condamné même marche ndengele kaki. Alors, ndeni ba peksa ki batu faut pas marcher parce que force à EAC bazo sali le côté. Bandeko za débat, makamu susu sepele lango commenter, o sepele lango te po lobi. Ndeto la ligne wana. Ozo comprendre que population aze suna posa ya bato ya EAC. Mokonza yoka na kina bango, ba na terrain ba changer na bon makanzi. Pourquoi? Parce que ba coopérer na ba tata o mibale bozo mona wana. Ba tata ba voisin wana ba coopérer na bango. Alors, ekomi siko ekomi koya ko sola na bango se bino boya ki po bobenga na bango bien comment. Alors, ya to levete bandiko bolandi bandiko nyonso balobi. Eza débat. Soko sepeli nango te opesi commentaire na ba tozana démocratie neke balo musu balobi na eza pena mobulu mais la majorité balo makamu kitoko et mususu wana batu musu yebika kamboka na bisu. Alors eza débat tozana démocratie kotomboka te oyo moni yo pesa commentaire ndenge nini ba force pas ces occasions ba force ba kite mboka na bisu. Bazo sale le côté, batondi na kati ya EDC, bazo sale le côté, alors comme temps, biso, tobenga na bango, oyo kaka ere koki. Alors bande konangai, machi oba lo bakeza mobulu, bato yo bazo quitter le territoire congolais, biso nyonso, tozo benga na bango, ba quitter, parce que tozo mona eloko moko te, oyo bazo sala, ceux qui bazo coopérer naba voisin dans mawato. Alors bande koto telema o balo bakesi yindi biso nyonso sima ya FARDC et puis biso nyonso tobenga na batu oyo. Alors voilà ndenge makabango eza ba congolais tofungola miso
oyo eza mboka na biso ekomi ta oyo biso nyonso totelema me bakommentaire wana nde tolandi bato mosusu apesi commentaire olandi me mosusu mpe aza na oyo apesi ya ye me biso toyeba ete eza ndenge wana biso nde totelema parceke ekomi ta oyo tobengana bato oyo bakoti na EDC oyo ti lelo bazosala eloko te mboka ekomi doba yeba peuple aboyi na arrivé basudani wana alors bandeko na nga c'est à ce point tokomo clôturer mission bo abonner bo partager bo pesa ba commentaire au revoir à la prochaine.